Le roi de France est à terre, encerclé. Des pics accrochés viennent de l'arracher de sa selle, en plein cœur de la mêlée, et l'espace d'un instant, la couronne qu'il avait passé toute sa vie à bâtir a bien failli s'éteindre là, dans la boue, près d'un village qu'on appelait Bouvines. Seule la cotte de maille sous sa tunique le sauve d'une lame ennemie. L'un de ses chevaliers brandit bien haut l'étendard royal, appelant les secours dans un geste désespéré. On est dimanche le 27 juillet 1214. L'Angleterre, le Saint-Empire et la moitié de l'Europe se sont ligués contre la France et la bataille qui va trancher ce conflit atteint à cet instant précis son moment le plus critique. Ce roi s'appelle Philippe Auguste. Et pour comprendre comment il s'est retrouvé seul, encerclé à terre sur un champ de bataille loin des siens, il faut remonter un peu dans le temps. Pas trop loin. Juste assez pour se rappeler qui était cet homme, et pourquoi la moitié de l'Europe avait décidé, cet été-là, qu'il était temps d'en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Un chroniqueur qui l'avait côtoyé le décrivait comme un homme robuste et bel homme, le teint rougeaud et le visage joyeux, généreux envers ses amis, impitoyable envers qui osait le défier, et doté d'un sens pratique qui se trompait rarement de calcul. On disait aussi de lui qu'il protégeait l'Église et les pauvres et qu'il ne laissait jamais un adversaire vaincu mourir en prison. Voilà le roi que la moitié du continent s'était ligué pour abattre. Et c'était peut-être justement ce mélange de patience, de ruse et d'entêtement qui rendait Philippe si dangereux aux yeux de ses ennemis. Depuis des décennies, il grignotait, morceau par morceau, l'empire que les rois anglais de la maison Plantagenet avaient bâti en plein territoire français. Philippe avait appris à jouer ce jeu-là avec la patience de celui qui sait que le temps, lui aussi, est une arme. Il s'était allié aux fils d'Henri II contre leur propre père, avait entretenu les rivalités entre frères et avait attendu les morts qu'il fallait et les erreurs des autres. Quand Richard Cœur de Lion meurt au pied d'une place assiégée et que le trône anglais échoua à Jean, Philippe a déjà réuni tout ce qu'il lui faut pour porter le coup de grâce. En quelques années à peine, la Normandie tombe entre ses mains. Puis viennent l'Anjou, le Maine et la Touraine, des terres que les Anglais considéraient comme le sang même de leur dynastie. Arrachées l'une après l'autre, au point qu'il ne reste à la couronne anglaise guère plus que l'Aquitaine et quelques possessions isolées, de plus en plus fragiles. Jean n'a pas encaissé cette perte en silence. Il tente d'abord la voie légale. Convoqué à répondre de la mort de son propre neveu devant la cour des pairs de France, il refuse de comparaître et Philippe confisque aussitôt toutes ses terres françaises. Les années suivantes n'apportent aucun répit. En 1208, le candidat favori au trône du Saint-Empire est assassiné et la couronne impériale échoit à Othon IV, neveu de Jean lui-même. Fort de cet allié puissant en Allemagne et profitant du fait que Jean comme Othon était le temps froid avec le pape Innocent III, Philippe y voit l'occasion rêvée. Il se met à préparer rien de moins qu'une invasion de l'Angleterre elle-même. Il rassemble toute une flotte pour l'occasion et va même jusqu'à se réconcilier publiquement avec l'épouse dont il vivait séparé, histoire de s'assurer le soutien de Rome pour l'expédition. Le pape, lui, avait d'autres projets. Il accepte la soumission de Jean comme vassal direct du Saint-Siège, transformant du jour au lendemain une attaque anglaise en péché mortel aux yeux de l'Église. Furieux mais sans marge de manœuvre, Philippe retourne sa colère contre la Flandre, dont le comte avait refusé de se joindre à la campagne. C'est dans le port de Damme que la flotte française est surprise et capturée par les navires anglais. Et Philippe, refusant de la laisser tomber tout à fait aux mains ennemies, ordonne que le reste soit incendié de ses propres mains françaises. C'est ainsi que le roi perdit toute une flotte avant même que la vraie guerre ait commencé. La perte de cette flotte ravive les espoirs de Jean, qui passe l'année suivante à monter une alliance pour reconquérir tout ce qu'il avait perdu. À ses côtés, l'empereur du Saint-Empire, Othon IV, son propre neveu, et sous les ordres d'Othon se range le duc de Brabant, le comte de Hollande, le duc de Lorraine et surtout le comte Ferrand de Flandre, brouillé avec Philippe justement pour 2 villes que ce dernier lui avait prises. Aux côtés des Allemands et des Flamands combat aussi Guillaume Longue-Épée, comte de Salisbury et demi-frère du roi Jean lui-même. Le plan est simple et ambitieux. Jean attaquerait par le sud, entraînant l'armée française loin de Paris, pendant qu'Othon et ses alliés descendraient par le nord, la route vers la capitale grande ouverte. Une tenaille qui se referme des 2 côtés à la fois. Le plan commence à se fissurer avant même Bouvines. Jean progresse par le sud, mais il est arrêté et contraint de battre en retraite après un revers à la Roche-aux-Moines et rentre en Aquitaine sans avoir tenu sa part du marché. Othon se retrouve donc seul face à tout ce que Philippe avait pu rassembler. Et ce n'était pas rien.
Il avait convoqué ses vassaux dans tout le royaume, et aux côtés des chevaliers marchaient les milices communales, des hommes ordinaires venus d'Amiens, d'Arras, de Beauvais, de Soissons et de bien d'autres villes, les armes à la main aux côtés de la noblesse. Et pourtant, quand les deux armées se retrouvent enfin face à face près d'un petit cours d'eau tout près de Bouvines, ce dimanche 27 juillet, les chiffres ne sont pas en faveur de la France. Environ 7000 hommes contre les presque 9000 qu'amène Othon. On est un dimanche, jour où se battre était jugé impensable pour toute la chrétienté médiévale, et personne du coup ne s'attendait à un affrontement à ce moment précis. Mais quand les deux armées sans qu'on se découvre sont trop proches l'une de l'autre pour reculer sans combattre, la guerre que l'Europe entière préparait depuis des mois éclate en quelques heures, d'une façon que personne n'avait tout à fait anticipée. La bataille s'ouvre sur l'aile gauche française, où la cavalerie légère attaque en premier les chevaliers flamands de Ferrand, histoire de les désorganiser avant le choc principal. Certains Flamands, trop sûrs de leur avantage apparent, quittent les rangs pour poursuivre les assaillants qui feignent de reculer et tombent droit sur les lances des chevaliers de Champagne qui les attendaient de pied d'enferme. Ferrand réplique en lançant toute sa cavalerie d'un coup, 600 chevaliers contre le flanc français, et pendant près de 3 heures, les deux ailes se déchirent mutuellement charge après charge. Gaucher de Châtillon mène assaut sur assaut contre les Flamands, et même quand le duc de Bourgogne lui-même se retrouve désarçonné, son cheval tué sous lui en pleine mêlée, ses hommes le récupèrent à temps et le remettent en selle. Les Flamands résistent avec un sens de l'honneur qui impressionne jusqu'à leurs propres adversaires, jusqu'à ce que Ferrand, blessé et désarçonné, soit enfin capturé par 2 chevaliers des Français. Au moment même où leur comte tombe prisonnier, tout le moral de cette aile alliée s'effondre avec lui. C'est justement pendant que cette aile s'effondre que le centre de la bataille manque de faire basculer la guerre dans l'autre sens. L'infanterie urbaine française, rassemblée juste devant le roi sous l'étendard sacré de l'oriflamme, est attaquée par les cavaliers et les soldats d'Othon et recule sous la pression. Les fantassins impériaux percent cette ligne et arrivent de bien trop près de Philippe, assez près pour l'arracher de sa selle avec leurs piques accrochées, l'instant même par lequel cette histoire a commencé. C'est là que la côte de maille sauve la vie du roi, et c'est là qu'un de ses chevaliers brandit bien haut l'étendard royal pour appeler du renfort, pendant qu'un autre lui amène en toute hâte un nouveau cheval. À partir de cet instant, le combat au centre tourne au corps à corps, le plus brutal, la dague contre la fente du heaume, jusqu'à ce que les Français parviennent enfin à repousser l'assaut et à reformer leurs rangs. Ce qui reste, c'est un duel entre les deux réserves montées, Philippe d'un côté, Othon de l'autre, chacun entouré de ses propres chevaliers d'élite. Pierre Mauvoisin s'approche assez près pour capturer l'empereur lui-même. Gérard Latruy va encore plus loin et lui plante une dague, mais la lame ripe sur la maille d'Othon et atteint son cheval en plein œil, le tuant sur le coup, sous lui. 4 seigneurs allemands parviennent à sauver Othon de justesse, mais l'empereur, voyant que la marée de la bataille a définitivement tourné contre lui, abandonne le champ sur une autre monture. Ses chevaliers, les plus fidèles, restent en arrière, rien que pour couvrir cette fuite, se battant jusqu'à être tous tués ou capturés. L'étendard impérial, avec son aigle brodé, est arraché des mains ennemies et rapporté à Philippe. À partir de ce moment-là, toute résistance alliée au centre cesse purement et simplement d'exister. Pendant ce temps, sur l'aile droite française, Robert de Dreux affronte les troupes de Guillaume Longue-Épée. Le comte anglais est désarçonné et capturé par un évêque, rien de moins, Philippe de Dreux, évêque de Beauvais, qui avait quitté la soutane le temps de cet après-midi de combat. À ses côtés, le chevalier Mathieu de Montmorency capture à lui seul 12 étendards impériaux en une seule journée de combat, un exploit si marquant que sa propre famille ajoutera pour toujours 12 aigles supplémentaires à son blason, en souvenir de cet après-midi de juillet. À ce stade, l'issue est déjà pratiquement scellée, mais il reste encore la scène la plus dramatique de toute cette journée. Renaud de Damartin, ancien vassal de Philippe devenu son ennemi juré, refuse de fuir comme tout le monde autour de lui. Il forme un cercle avec des centaines de piquiers brabançons et résiste seul, bien après que le reste de l'armée alliée a déjà décroché, lançant de petites charges mais avec sa poignée de chevaliers dès qu'une brèche s'ouvre. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit, quand la cavalerie et l'infanterie française fraîche, sous les ordres de Thomas de Saint-Valery, finissent par percer ce cercle obstiné, que Renaud est enfin capturé. L'obscurité qui approche empêche toute poursuite prolongée, les Français rassemblent leurs troupes au son des trompettes, prisonniers compris, et la bataille de Bouvines touche à sa fin. Le bilan parle de lui-même. 169 chevaliers alliés tués,
Des centaines de fantassins brabançons tombaient sur le terrain, et parmi les prisonniers, rien de moins que 3 comtes, Ferrand, Renaud et Longue-Épée, sans compter des dizaines de barons et plus d'une centaine de chevaliers de moindre rang. Philippe rentre à Paris en triomphe, traînant ses captifs derrière lui dans un long cortège à travers les rues, tandis que ses sujets se pressent pour voir passer leur roi victorieux. Les conséquences de ce dimanche dépassent, et de loin, les limites du champ de bataille. Othon, déjà politiquement affaibli avant même le combat, ne s'en relèvera jamais. Il perd définitivement le trône du Saint-Empire au profit du jeune Frédéric II. De l'autre côté de la Manche, Jean rentre les mains vides, si discrédité devant ses propres barons que, l'année suivante, il est contraint de signer la Grande Charte, ce document qui limitera pour toujours le pouvoir de la couronne anglaise né, en bonne partie, de l'humiliation subie à Bouvines. La France, elle, émerge comme la puissance incontestée de l'Europe occidentale. Les papes des décennies suivantes courtiseront Paris plutôt que Londres ou le Saint-Empire, et le règne de Philippe posera les bases de siècles de domination capétienne encore à venir. Le roi lui-même ne s'arrête pas là. Avec un Paris toujours plus riche et plus sûr, Philippe fait paver les grandes rues de la ville, construit la halle centrale, poursuit les travaux de la cathédrale Notre-Dame, élève la première version du Louvre en forteresse et accorde à l'Université de Paris la charte qui en fera, pour des générations, le grand centre du savoir de toute l'Europe médiévale. Le garçon couronné encore adolescent, entre la mort imminente de son propre père et la méfiance des grands seigneurs du royaume, était devenu le monarque qui avait rendu à la France la maîtrise de son propre destin. L'écho de ce dimanche de juillet ne s'est jamais vraiment éteint. Philippe fonde une abbaye en remerciement pour cette victoire. 700 ans plus tard, en 1914, la petite église de Bouvines reçoit des vitraux racontant l'histoire de la bataille. Et en 2014, pour le 800e anniversaire, des milliers de personnes reviennent sur ce même terrain pour se souvenir de ce jour-là. Aujourd'hui encore, les historiens décrivent Bouvines comme l'un des affrontements les plus décisifs et les plus symboliques de toute l'histoire de France, et certains sont allés jusqu'à la comparer à un Austerlitz médiéval. Il n'y a peut-être là aucune exagération. En un seul dimanche d'été, un roi que ses voisins plus puissants avaient toujours sous-estimé a prouvé, une bonne fois pour toutes, que la France qu'il avait bâtie morceau par morceau, année après année, patience après patience, ne reculerait plus jamais devant personne.